De quel altruisme parlons-nous? Il arrive souvent que les animaux, dont l'homme fait partie, se comportent de façon égoïste. Au sein de la nature, personne n'offre de la nourriture ou ne prend soin d'autrui sans contrepartie. Au niveau individuel, les animaux ne se nourrissent pas et ne prennent pas soin les uns des autres. Dans la nature, les comportements en apparence altruistes sont relativement rares en comparaison avec les comportements égoïstes et individualistes. Un mâle peut tout à fait offrir un nid et de la nourriture à une femelle, mais cela s'explique par le fait qu'il aspire à transmettre ses gènes à la génération suivante, en fécondant les œufs de cette femelle, dans lesquels celle-ci investit en général une partie de la nourriture, à l'attention de son fœtus. De façon analogue, les familles offrent volontiers le gîte, le couvert et la protection à leurs enfants. Mais s'agit-il pour autant d'un altruisme véritable? Si tel n'est pas le cas, de quel altruisme parlons-nous lorsque nous cherchons à établir la singularité de l'homme en tant qu'être vivant doté d'une morale qui puise ses racines au sein même des souffrances de l'altruisme? Au niveau de la religion, quand nous parlons de combattre l'ego au niveau de la société ou de l'environnement dans lequel nous vivons, nous parlons en fait d'un altruisme à un certain degré, et non pas de n'importe quelle manifestation de comportement en apparence altruiste. C'est pour cela qu'il est important de clarifier le sens que l'on vise, afin de barrer la route aux personnes tendancieuses, cherchant à tromper les gens par ce sophisme utilisé aussi bien par les savants religieux que les athées, et qui consiste à dire « Je te montre une noix de forme arrondie que je tiens dans ma main droite. Je te montre ensuite que dans mon autre main je tiens un objet arrondi, et je t'annonce que c'est une noix. » Globalement, nous savons tous ce qu'est l'altruisme, par opposition à l'égoïsme, et que l'on peut définir comme étant le fait d'avantager l'autre sur soi-même ou sur un proche dans le cadre d'un comportement donné. Tout autour de nous, il est facile de se rendre compte que certains animaux peuvent parfois adopter un comportement altruiste. Ainsi, il est possible de reconnaître un tel comportement chez les parents envers leur progéniture, ou encore chez les abeilles ouvrières envers la reine, les autres ouvrières et la ruche de manière globale. Cependant, ces comportements sont-ils véritablement altruistes, ou bien ne le sont-ils qu'en apparence, étant en réalité purement égoïstes et génétiques? Ces comportements ne se basent-ils que sur un égoïsme génétique, un favoritisme naturel et une tendance à favoriser la survie des corps, lesquels corps embarquent les gènes étant à l'origine des exemples précédents de comportements altruistes? Il est certain que les gènes en question portent des caractères à succès qui leur ont permis de passer à travers les mailles du filet et survivre. La réalité biologique est que si le père et la mère cajolent leurs enfants, c'est qu'au sein de leur composition génétique, il y a un gène qui les pousse à le faire au travers de la construction du système nerveux, du cerveau et des glandes hormonales par exemple. Et l'un des facteurs clés de la réussite de leur composition génétique à se diffuser et à survivre, c'est la présence de ce gène les incitant à adopter un tel comportement altruiste. Mais en quoi cela pourrait-il bénéficier aux gènes? La réponse est simple. Les enfants portent en eux un certain taux du patrimoine génétique de leur famille. À titre d'exemple, un enfant humain possède la moitié des gènes de son père et la moitié des gènes de sa mère. Par conséquent, les proches qui possèdent le gène responsable de l'altruisme envers les enfants, leur offrant la subsistance et la protection nécessaires à atteindre la maturité sexuelle, ces proches-là réussiront à assurer la persistance et la survie de leurs gènes au sein des générations suivantes. Cette catégorie d'altruisme, l'altruisme des proches envers leurs enfants, possède un fondement purement génétique et égoïste, c'est-à-dire construit par l'égoïsme des gènes supposés, et n'est donc pas un altruisme véritable. Quant aux proches qui ne prennent pas bien soin de leurs enfants, ou disons ceux dont le patrimoine génétique est dépourvu de gènes, les poussant à se montrer suffisamment altruistes pour assurer la subsistance de leurs enfants,
En leur offrant nid, nourriture, protection par exemple, ils ne réussiront pas à transmettre leur gène aux générations suivantes. Pour faire court, ils ne réussiront pas à élever des enfants qui atteindront la maturité, qui se reproduiront et qui assureront la transmission de leur patrimoine génétique aux générations suivantes. Ces proches, ou disons ce patrimoine génétique, sera ainsi sanctionné et leurs gènes spécifiques seront éjectés de la course. De la sorte, l'intérêt et le soin que portent les proches à leurs enfants trouvent une explication parfaitement génétique. Par ailleurs, si les gènes avaient une stratégie à succès autre que celle dont il est question, alors il est tout à fait possible qu'elle soit suivie et appliquée. Et tel est le cas du coucou par exemple. Cet oiseau dépose ses œufs dans les nids de ses victimes pour qu'elles les lui élèvent, et il ne montre aucune attention ou affection à leur égard. Sa relation avec eux prend fin dès lors qu'il leur assure une subsistance en les déposant dans le nid d'une victime qui, piégée, les élèvera à sa place. Ceci prouve clairement qu'au niveau des corps biologiques, le facteur clé derrière ce phénomène reste le gène. Tel est également le cas des abeilles ouvrières. Leur degré de parenté avec leur sœur est très élevé et dépasse celui qu'ils ont avec leur mère, car elles partagent toute la même copie génétique héritée de leur père. Il y a donc une raison logique derrière le fait qu'elles se disputent le sacrifice de soi face à un ennemi en l'attaquant, en dépit du fait que la moindre de leurs piqûres entraîne leur propre mort. Un tel gène altruiste a réussi à prospérer et à survivre, car il est tout simplement le plus apte à garantir la survie globale de la ruche. La mort apparente d'une ouvrière représente un plus grand gain à ces gènes que sa survie. Car en disputant la mort à leur sœur et en défendant leur mère, la reine, elle aura contribué à la survie et à la persistance d'un grand nombre de copies des gènes de ses sœurs ouvrières, ainsi qu'à ceux des œufs et des larves se trouvant dans le corps de leur mère, la reine. Il est certain qu'une telle composition génétique est plus apte à la survie et à la prospérité que celle où on ne se dispute pas le sacrifice de soi, et que c'est cette composition génétique qui sera validée et fixée par la nature. Globalement, l'égoïsme des gènes peut expliquer le caractère altruiste d'un être envers un autre, du moment que le sacrifice présente un plus grand intérêt à ses propres gènes, abstraction faite de leur lien de parenté. L'altruisme des parents envers leurs enfants a donc une explication génétique, et les gènes assurant cette fonction seront favorisés et plus aptes à survivre que les autres gènes, ceux qui font barrage à cet altruisme ou qui ne l'encouragent pas. De la même manière, il est possible de donner une explication au comportement altruiste du grand frère envers son petit frère, des enfants envers leurs proches. Il est tout aussi possible d'expliquer pourquoi certains animaux se nettoient, voire se nourrissent les uns les autres, comme c'est le cas des chauves-souris avec leurs voisins, car en faisant cela, inconsciemment elles espèrent en tirer un bénéfice dans le futur. Néanmoins, la théorie du gène égoïste est incapable d'expliquer pourquoi une personne se sacrifie pour sauver un parfait étranger, ou un enfant qu'il ne connaît pas, ou encore que quelqu'un offre à autrui l'eau ou la nourriture dont il dispose alors qu'il en a lui-même besoin. Dans de pareils cas, si l'acte d'altruisme entraîne la mort ou amoindrit tout du moins les chances que l'altruiste de diffuser ses gènes personnels, alors les pertes génétiques seront nettement plus importantes qu'un quelconque gain du même type, pour ce qui est des gènes partagés avec la personne qui l'a secouru, nourri, ou qu'il a préféré à lui-même de manière globale. Si l'on essayait de transposer cela en langage des chiffres, cela donnerait l'explication qui suit. La vie de l'altruiste vaut la transmission de ses gènes actifs et leur survie à 100%. Quant à celle de l'étranger, elle vaut la transmission d'une partie des gènes actifs de l'altruiste représentant le patrimoine génétique qu'il partage, à hauteur de 5% par exemple. Il est clair que du point de vue de l'altruiste, cela représente une perte nettement plus importante au niveau de la survie de ses gènes.
C'est pourquoi la théorie du gène égoïste est incapable d'expliquer un tel phénomène altruiste, où les gènes se retrouvent être les plus grands perdants de l'opération. Par conséquent, il est impossible de dire qu'un tel comportement altruiste se base sur l'égoïsme génétique. Par ailleurs, l'altruisme réciproque n'est pas non plus un véritable altruisme. En tant que stratégie évolutive préférentielle, il faut s'attendre à ce que ce type de comportement prédomine là où le besoin s'en ressent, comme c'est le cas des animaux qui se nettoient les uns les autres, ou quand les chauves-souris reminent la nourriture de leurs voisins. Le groupe génétique comportant les gènes qui en sont responsables sera favorisé par la sélection et finira tôt ou tard par dominer au sein du pôle génétique. En revanche, le groupe génétique ne connaissant pas l'altruisme réciproque sortira de la compétition, car c'est l'extinction qui attend les individus de l'espèce en question. Par exemple, les chauves-souris vampires ne peuvent survivre plus de 2 jours sans se nourrir. Et l'altruisme réciproque représente donc une bouée de sauvetage pour chaque individu ne trouvant pas de nourriture un soir donné, ce qui arrive très souvent. Par conséquent, l'altruisme réciproque est une stratégie salutaire pour tous, et il est évident qu'il sera favorisé par la sélection naturelle. De manière globale, l'altruisme réciproque trouve ainsi une explication scientifique satisfaisante. Il existe un autre type d'altruisme, l'altruisme de la réputation. Mais en réalité, il est possible de considérer qu'il fait partie de l'altruisme réciproque, surtout si le but derrière le sacrifice est de s'en vanter, de soigner sa réputation et de gagner en conséquence de plus grands bénéfices, tels que d'attirer l'attention d'un plus grand nombre de femelles et de s'accoupler avec un plus grand nombre d'entre elles, ce qui se traduit par une plus grande capacité à transmettre ses gènes. De tels types d'altruisme, que nous allons détailler par la suite, sont donc génétiquement explicables. Il est certain que de tels types de pseudo-altruisme, construits sur la base de l'égoïsme génétique, ne font pas l'objet de notre intérêt. Nous nous intéressons plutôt à l'altruisme moral qui fait abstraction de l'intérêt génétique. Ainsi, nous ne parlons ni de l'altruisme envers les proches, ni de l'altruisme réciproque, qui ont tous les deux une explication génétique, pas plus que nous nous intéressons à l'altruisme de la réputation, qui est également susceptible d'être influencé par le facteur génétique. Tous ces types d'altruisme apportent potentiellement un bénéfice au corps qui les pratique, en leur offrant de plus grandes chances de survie. Ce dont nous parlons n'est pas non plus un altruisme se transmettant en tant qu'unité culturelle entre les individus et les groupes, un altruisme se basant sur un égoïsme personnel dont le but est de soigner les apparences, ce qui signifie que sa pratique est due au désir ou à l'envie strictement personnelle. Ceci étant clarifié, de quel altruisme parlons-nous alors ? Quel altruisme considérons-nous comme représentation de la singularité humaine et de sa particularité morale par rapport au restant des animaux ? Nous parlons d'un altruisme qui n'a aucune explication biologique, qui ne puise pas ses racines dans un quelconque égoïsme des gènes, utilisant les corps comme des machines de survie et de transmission. Nous parlons d'un comportement altruiste n'apportant aucun intérêt aux gènes, et ne pouvant ni être expliqué par l'égoïsme génétique, ni être vu comme un altruisme apparent ou un pseudo-altruisme, car se basant sur un fondement égoïste et biologique. Nous parlons d'un altruisme où la personne n'attend rien en retour, ni bénéfice futur, ni compliment, ni même un simple merci. Tout cela nous met alors face à une question pressante. Qu'est-ce qui nous pousse à agir de manière véritablement altruiste et comment est-ce que nous, en particulier, avons pris connaissance de cette notion ? En réalité, tout cela a certainement dû être amorcé par une méthodologie et par des individus. Si l'on investigue la question du point de vue historique, puisque l'histoire est le seul moyen qui puisse nous permettre de trancher là-dessus, nous trouverons que la méthodologie religieuse est celle qui prône sans relâche un tel comportement noble et véritable de l'altruisme.
et que les chevaliers de l'altruisme sont les prophètes et les saints. Les traces écrites les plus anciennes qui nous soient parvenues sur le sujet de l'altruisme sont des écrits religieux, ainsi que des appels religieux, initiés par des personnages religieux. C'est un point établi au sein des plus anciennes civilisations terrestres, comme la civilisation suméro-acadienne, dont des figures telles que Noé, la paix sur lui, et Abraham, la paix sur lui, constituent des personnages de référence pour les religions célestes qui sont venues après, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ont suivi la même méthodologie morale suméro-acadienne. L'invitation à l'altruisme a toujours été une invitation religieuse dont les fers de lance sont les prophètes, les messagers et les porteurs des messages divins. Ils offrent la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers.